Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. Vous avez entendu plusieurs spécialistes vous parler de différents types de camps et centres. Nous allons à présent plonger dans l'histoire tragique du complexe d'Auschwitz, du camp de concentration au centre de mise à mort devenu aujourd'hui un mémorial. Je suis Louis et je suis accompagné d'Adam et d'Abdel. Bonjour Louis, bonjour à tous. Je dois dire que c'est un sujet très lourd que nous avons décidé d'aborder aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est difficile, mais il est crucial de comprendre et de se souvenir de ce qui s'est passé là-bas. Absolument. Alors commençons. Le camp de concentration d'Auschwitz est le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich, à la fois camp de concentration et centre de mise à mort. D'abord office de camp militaire, il est situé dans la province de Silésie, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Brzezinka, annexé au Reich après l'invasion de la Pologne en septembre 1939. Le 25 janvier 1940, les SS décident de construire un camp de concentration près d'Auschwitz. La construction débute en avril et les premiers prisonniers arrivent le 20 mai. Il est complété par un centre d'extermination et par un second camp de concentration destiné au travail forcé. Ces camps sont libérés par l'Armée rouge le 27 janvier 1945. Ils ont une superficie d'environ 55 km², dont environ 10 km² pour le camp à lui seul. En 5 ans, 1,3 million de personnes furent envoyées vers le complexe d'Auschwitz et plus de 1,1 million hommes, femmes et enfants y sont morts. Plus précisément, 1,95 million juifs y ont été déportés et 960 000 sont décédés, le plus souvent dès leur arrivée. Les victimes de ce que les nazis appelèrent la solution finale furent assassinées dans des chambres à gaz ou parfois exécutées par arme à feu. Mais elles moururent aussi de maladies, de malnutrition, de mauvais traitements ou d'expériences médicales. En raison de sa taille, Auschwitz est considéré comme le symbole des meurtres de masse commis par les nazis et plus particulièrement comme celui de la Shoah, au cours de laquelle près de 6 millions de juifs furent assassinés. Attends, tu vas un peu vite. Tu dis qu'en fait, à Auschwitz, il y a plusieurs camps? Je suis peu perdu. Tu peux me détailler cette organisation? Alors Auschwitz était constitué principalement de 3 camps. Auschwitz I, ouvert le 20 mai 1940. La création du camp d'Issouch ou Auschwitz I est créée par les SS en février 1940. C'est d'abord un camp de concentration et de travail forcé. Il est implanté sur le site d'une ancienne caserne de l'armée autrichienne. Il se situe au milieu d'une région de la Pologne annexée par le Troisième Reich en 1939. Les premiers prisonniers sont des opposants politiques polonais, socialistes ou communistes pour la plupart. Une première vague au nombre de 720 arrive en juin 1940. Le camp est prévu pour ceux que le régime nazi estime dangereux, c'est-à-dire des suspects de résistance, des hommes politiques, intellectuels, des Allemands condamnés par les tribunaux, des prisonniers politiques, ainsi que ceux que les nazis appellent des éléments asociaux, des tziganes, des prostituées, des homosexuels ou même des handicapés, et des juifs. En 1940, le camp renferme de 13 000 à 16 000 détenus, pour 300 gardiens SS. Le nombre de prisonniers atteint environ 20 000 en 1942. Durant les 20 premiers mois, plus de la moitié des 23 000 prisonniers polonais meurent à la suite des traitements inhumains et des tortures infligées par les gardiens SS. Pour surveiller ceux-ci, les SS utilisent des capots principalement recrutés parmi les prisonniers allemands de droit commun les plus violents. Les détenus sont catégorisés par symboles de forme et de couleur bien définis, cousus sur leur combinaison de bannières. Prisonniers politiques, juifs, homosexuels, etc. Les détenus sont également identifiés par un numéro tatoué sur le bras. Ensuite, il y a Auschwitz II ou Birkenau, ouvert le 8 octobre 1941. Ce camp comportait des sections pour les femmes, pour les hommes et pour les familles tziganes. Le rôle principal de Birkenau, défini dès fin 1941, est d'appliquer la solution finale de la question juive, c'est-à-dire la mise à mort systématique et programmée des Juifs d'Europe à l'échelle industrielle. Ce sont des prisonniers soviétiques qui commencent à construire les baraquements en briques qui deviennent plus tard les camps des femmes. Deux anciennes fermes situées à proximité du camp sont transformées en chambres à gaz, nommées la Maison Rouge et la Maison Blanche. Puis les nazis font construire entre mars et juin 1943 4 unités de mise à mort appelées crématorium
y regroupant les chambres à gaz et les fours crématoires, étant l'ensemble des chambres à gaz. Auschwitz III fut construit en octobre 1942. Un camp de travail pour la société IG Farben. Ces 3 camps étaient complétés par une cinquantaine de petits camps, appelés aussi commandos, dispersés dans la région et placés sous la même administration. Le gouvernement nazi travaillait avec les industriels allemands, que ce soit dans la fonderie, de l'industrie chimique ou même l'armement. Décidé au début de l'année 1941, la construction de l'usine IG Farben de caoutchouc synthétique à Monowitz, qui restera inachevée, fit appel de manière croissante à la main-d'œuvre concentrationnaire, la sous-alimentation, les conditions de travail inhumaines et le renvoi des inaptes à la chambre à gaz, dont a témoigné notamment Primo Levi. Ils sont faits entre 25 000 et 35 000 victimes. On comptait, en plus de ces 3 grands camps, 44 sous-camps. Les prisonniers travaillaient dans les mines, exploitaient les terres agricoles ou produisaient des armements. C'est pour cela que l'on parle du complexe d'Auschwitz. Est-ce que l'on peut revenir sur les camps de concentration? Comment se déroulait une journée? Alors, les prisonniers commençaient la journée à 4h30 du matin, une heure plus tard en hiver, avec l'appel. Ils pouvaient durer plusieurs heures. À ce moment de la journée, même en été, il fait froid. Les prisonniers étaient en rang à l'extérieur des baraquements et restaient là jusqu'à 7 heures, horaire à laquelle les officiers SS arrivaient. Pendant ce temps, les gardes pouvaient leur infliger des punitions pour un bouton manquant, une gamelle mal nettoyée. Ils pouvaient ainsi être contraints à rester 1 heure en position accroupie, les mains sur la tête, ou recevoir des coups. Les détenus étaient comptés et recomptés. Après l'appel, les différents commandos, groupes de travail, se mettaient en marche vers leur lieu de travail. La journée de travail durait 12 heures en été et un peu moins en hiver. La plupart des tâches étaient relatives à la construction du camp, aux travaux dans les gravières ou dans les dépôts de bois. La seule pause correspond au temps du déjeuner, toujours très frugal. Un second appel était effectué le soir au retour du travail. Lorsqu'un prisonnier manquait à l'appel, les autres devaient rester en place jusqu'à ce que la cause de cette absence soit identifiée. Ceci indépendamment des conditions climatiques et même si cela devait durer des heures. Des punitions collectives ou individuelles étaient infligées sur la base de ce qui s'était produit durant la journée. Les prisonniers recevaient alors leur ration d'eau et de pain et regagnaient leur baraquement. Le couvre-feu intervenait 2 ou 3 heures plus tard. Les prisonniers dormaient sur des banquettes de bois, sur leurs vêtements et chaussures pour éviter qu'ils ne soient volés. Le dimanche n'était pas un jour de travail, mais les prisonniers ne se reposaient pas pour autant. Ils devaient nettoyer les baraquements et prendre leur douche hebdomadaire. Les prisonniers pouvaient écrire uniquement en allemand à leur famille. Ceux qui ne maîtrisaient pas l'allemand devaient se faire aider pour rédiger leur courrier. Les membres de la SS censuraient les courriers sortants. Cette possibilité ne concernait cependant pas les juifs. Et ça, c'est pour ceux qui entraient dans le camp pour travailler. Pour les juifs, la grande majorité des déportés qui arrivaient ne connurent jamais le camp de travail, je crois. Comment se passait leur arrivée? Effectivement. Selon les convois et les besoins en travailleurs, 75% à 100% des arrivées ne rentraient pas dans le camp de travail, mais étaient dirigés vers les unités de mise à mort. Jusqu'en 1944, le train n'arrivait pas dans le camp. À la descente du train, chacun devait abandonner ses maigres bagages et hommes et femmes étaient séparés. À noter que toutes ces valises étaient envoyées vers des baraquements appelés Canada. Tout était trié et envoyé en Allemagne ou utilisé dans le camp. Avait ensuite lieu la sélection. Chacun passait devant un médecin ou un infirmier SS qui décidait en quelques secondes de quel côté devait se diriger le déporté. Selon le côté vers lequel il était dirigé, il était envoyé au camp de travail ou au crématorium. Les personnes âgées, les personnes affaiblies, les mères avec des enfants en bas âge, les jeunes de moins de 16 ans étaient directement envoyés vers les chambres à gaz. Ce système repose sur le mensonge. On dit à ces personnes de monter dans des camions pour un meilleur confort et qu'on les emmène vers un camp de travail. Pour rentrer dans la chambre à gaz, on les rassure en leur disant qu'il faut d'abord qu'ils passent à la désinfection afin d'éviter les maladies. L'objectif était de maintenir le calme afin que tout le processus se passe au mieux et le plus vite possible. Dans cette salle de douche, pas d'eau, mais des cristaux de zyklon B jetés par des SS depuis des trappes situées au plafond. Avec la chaleur, ces cristaux dégagent un gaz toxique. Il faut environ 20 minutes pour que toutes les personnes meurent asphyxiées.
Quand les portes de la salle sont ouvertes, ce sont des morceaux de cadavres que découvrent d'autres prisonniers. Des juifs appelés à Birkenau, les Sonderkommandos. Leur travail est d'accompagner les déportés jusqu'à la chambre et surtout de sortir les cadavres et de les transporter jusqu'au four crématoire afin de les brûler ou dans des fosses quand les fours ne sont plus suffisants tant le nombre de morts est important. Tu as dit que le train n'arrivait pas dans les camps. Pourtant, j'ai vu des photos ou des documentaires dans lesquels on voyait le train franchir la grande entrée de Birkenau. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. C'est juste une question de date. Cette rampe a été construite en vue de la déportation des Juifs de Hongrie. Les Allemands n'attendaient plus de 400 000 déportés. Aussi, il faut améliorer le dispositif. Les trains arrivent ainsi dans le camp, ce qui permet de simplifier et d'accélérer tout le processus. Entre avril et août 1944, 426 000 Juifs hongrois sont envoyés à Auschwitz-Birkenau et 320 000 furent envoyés directement vers les chambres à gaz. C'est durant cette période que le centre de mise à mort de Birkenau connut son efficacité maximale, une véritable industrie de mort. Mais malgré l'horreur, il y avait aussi de la résistance. Des prisonniers ont risqué leur vie pour organiser des actes de sabotage, des évasions et même des soulèvements. Ah oui, j'ai vu que des organisations du mouvement de résistance clandestin à Auschwitz débutent mi-1940, peu après que le camp est devenu opérationnel en mai 1940. Cependant, en septembre 1940, Witold Pilecki s'est laissé capturer par les Allemands durant une lapanka, une rafle dans les rues, dans l'unique but de se faire déporter à Auschwitz afin d'y récolter des informations de première main sur ce tout récent camp de concentration et pour y organiser la résistance. Sous la direction de Pilecki, l'Union des organisations militaires est constituée initialement de prisonniers politiques et de prisonniers de guerre polonais issus d'anciens éléments de l'armée et de la résistance polonaise. Il y a aussi quelques évasions réussies, même s'il faut noter que la grande majorité des évasions échouent, malheureusement. Deux juifs slovaques réussissent cet exploit, Walter Rosenberg et Alfred Wetzler. Ils parviennent à sortir du camp en avril 1944, mais surtout ils amènent avec eux des documents avec pour objectif de montrer au monde ce qui se passe dans ce complexe. Ils rédigent un texte de 32 pages connu sous le nom de rapport Verba-Wetzler ou protocole d'Auschwitz, un document transmis aux Alliés. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est la révolte des Sonderkommandos, le 7 octobre 1944. Des centaines de prisonniers du crématorium se rebellent et tuent 3 gardes et font exploser la chambre à gaz et les fours crématoires. Tous les rebelles furent arrêtés et assassinés, mais leur action a permis de ralentir les mises à mort au sein du camp puisqu'une des unités ne fonctionnait plus. Mais nous sommes allés sur le site d'Auschwitz-Birkenau et on a pu voir que toutes les unités de mise à mort ont été détruites. Il y a eu d'autres révoltes? Non, en fait, à partir d'août 1944, l'armée rouge est à 200 km du complexe. Les autorités nazies envisagent alors la liquidation du camp en cas de nouvelle victoire soviétique. En novembre 1944, que les 3 crématoires restent en activité sont démantelés et dynamités. Ils font nettoyer et recouvrir de terre par des déportés les fosses contenant des cendres de victimes. Ils prennent aussi soin d'assassiner la plupart des témoins oculaires du génocide et particulièrement les juifs qui avaient travaillé dans les crématoriums. Ils brûlent les listes des juifs exterminés, une partie des dossiers et de la documentation, mais heureusement pour les historiens et pour les victimes et leurs familles, cette destruction ne fut que partielle. Le camp se dépeuple progressivement, les détenus évacués sont soit employés dans des usines d'armement situées plus à l'intérieur du Reich, principalement des Polonais et Soviétiques, soit dans le cadre des marches et des transports de la mort, conduits vers d'autres camps de concentration situés plus à l'ouest. Le 17 janvier 1945 a lieu le dernier appel général. Ils sont présents 67 000 déportés, dont 31 800 à Auschwitz I et II et 35 100 dans les camps auxiliaires dépendants de Monowitz. Ces marches de la mort ont fait des dizaines de milliers de morts, abattus par les SS ou morts de froid, de faim, d'épuisement. Cependant, tous les détenus ne quittèrent pas le complexe. Environ 7000 déportés sont abandonnés à Auschwitz, car considérés trop faibles pour se déplacer. Ils pensèrent probablement qu'ils mourraient de faim ou de maladie avant l'arrivée des soviétiques. Mais est-ce que tu savais que le rôle de mémorial d'Auschwitz entre déjà en jeu dès les premiers mois suivant la libération? D'anciens prisonniers ont commencé à préserver le site et à accueillir les visiteurs. Oui,
Quelques mois après la fin de la guerre et la libération des camps de concentration nazis, un groupe d'anciens détenus polonais émit publiquement l'idée de sauvegarder la mémoire des victimes d'Auschwitz. Dès que cela fut possible, certains d'entre eux vinrent sur les lieux du camp afin de protéger les vestiges des installations. Ce groupe parvint à organiser ce qui s'appelait à l'époque la préservation permanente du camp d'Auschwitz et à accueillir les milliers de pèlerins qui affluaient massivement à la recherche de traces de leurs proches pour prier et rendre hommage aux victimes. Les anciens détenus, avant même la création du musée, présentèrent sur le site du camp une première exposition qui fut inaugurée le 14 juin 1947. 50 000 personnes assistèrent à la cérémonie d'ouverture et parmi elles, d'anciens détenus, des familles de victimes, des pèlerins venus de toute la Pologne, des représentants des autorités polonaises, des membres de la commission polonaise d'investigation sur les crimes nazis et de la commission historique juive, ainsi que des délégations de l'ambassade de Grande-Bretagne, de Tchécoslovaquie et de la République française. Le 2 juillet 1947, la Diète polonaise, l'Assemblée, vota une loi sur la préservation pour les générations futures du site et des installations du camp de concentration et décida la création du musée d'État d'Auschwitz-Brzezina. En 1999, l'appellation fut modifiée. Le musée porte désormais le nom de Musée d'État d'Auschwitz-Birkenau à Ossietzim. Le musée est composé de deux secteurs du complexe, du KL Auschwitz. Le camp principal Auschwitz I accueille le musée à proprement parler, à Ossietzim, et le camp de Birkenau, Auschwitz II, à Brzezina, où des baraquements ont été conservés et restaurés et d'autres reconstitués. En 2002, le site du musée a été agrandi. Y a été rattaché le lieu de la première chambre à gaz du camp de Birkenau, la Maison Rouge en 2004. Il fut décidé d'accroître le périmètre du musée au Vieux Théâtre, qui pendant la guerre abritait les magasins du camp, et le terrain limitrophe où se situait la Gravière, lieu de travail inhumain où furent exécutés de nombreux détenus. Nous avons eu l'honneur de nous y rendre. C'était marquant et impressionnant. Nous vous conseillons d'y aller pour bien vous rendre compte de l'ampleur de ce complexe d'Auschwitz. Voici quelques photos. Merci de votre écoute et pensez à transmettre à votre tour toutes vos nouvelles connaissances sur le complexe d'Auschwitz et la Shoah.